le grand entretien. Et notre invité à 8h15, c'est Loïc Quentin, président de l'AFNAIM, tout nouveau président de l'AFNAIM, puisque vous venez de prendre vos fonctions. On va faire ensemble le point sur le marché immobilier. Mais avant vraiment de parler de prix, il faut qu'on parle du diagnostic de performance énergétique. Obsession désormais dans le marché de l'immobilier. Depuis le 1er janvier, les logements les plus énergivores sont interdits à la location. Ça change absolument tout. Ça change beaucoup de choses parce que c'est un mauvais signal adressé à l'ensemble des propriétaires en France, compte tenu du calendrier qui leur est imposé, puisque 1er janvier 2025, donc tous les logements classés G seront interdits à la location, et au 1er janvier 2028, le logement classé F. Donc avec une obligation de réaliser des travaux, et ces travaux ne sont malheureusement pas toujours possibles, et surtout pas dans le délai qui est inscrit. On a du mal à évaluer précisément le nombre de logements qui sont concernés. Vous venez de publier une cartographie complète des DPE en France pour essayer d'y voir un peu plus clair. Quels sont les enseignements ? Alors cette cartographie a été établie sur la base des DPE qui ont été délivrés. Ce que l'on sait, c'est que les F et G représentent 1 602 000 logements en France. C'est une estimation qui a été validée, qui fait consensus, mais qui est aussi adaptée en fonction de l'évolution de la réglementation du DPE et le fait que celui-ci se professionnalise un peu plus. Parce que pour procéder à un DPE, il faut avoir un ensemble de critères, et quand on a plus de critères, on arrive effectivement à avoir une meilleure mesure. L'enseignement est intéressant parce que, prenez Paris, c'est 40% des logements qui sont classés énergivores en F et G. Donc ce qui veut dire qu'il faudra entreprendre des travaux de rénovation pour pouvoir les maintenir en location. Alors, déjà, une première observation, c'est que ce dispositif législatif n'entrevoit que les appartements qui seront loués et pas les autres. C'est-à-dire que vous pouvez très bien demain acheter un appartement classé G et l'occuper pour vous-même, pour votre résidence principale. Où est l'intérêt pour la planète, quoi ? Il faut se poser la question. Où ce dispositif concerne tous les logements, mais pas uniquement ceux qui seront loués. Une fois qu'on a cartographié, une fois qu'on a dit le calendrier n'est pas tenable et que de toute façon on n'a pas les bras presque pour faire les travaux puisque le bâtiment recherche des centaines de milliers de gens, qu'est-ce que vous demandez ? On change le calendrier ? Alors, le calendrier, dans tous les cas, Olivier Klein, ministre délégué au logement, a dit qu'il n'était pas question de le modifier, du moins pour l'instant. D'abord, vous avez posé la question, notamment des entreprises. C'est un point important, parce que pour faire de la rénovation énergétique, il faut des bras. Il faut une qualification, même pas des bras. Il faut une qualification RGE. Seulement 16% des 700 000 entreprises françaises ont cette qualification. Vous savez, déjà dans l'entretien du patrimoine français, déjà en copropriété, pour faire un simple ravalement d'immeuble, c'est 18 mois à 24 mois d'attente. Donc on ne pourra pas tenir ce calendrier, c'est impossible. D'autant qu'avant, il faut faire en sorte que nos copropriétaires puissent adopter ce qu'on appelle, excusez-moi le terme technique, des plans pluriannuels de travaux, qui sont soumis à concurrence, rediférer une autre assemblée générale, et ensuite on décide de l'exécution des travaux. Donc on est déjà à N+3. C'est impossible de tenir ce calendrier. Je l'ai rappelé au ministre, et on espère qu'il puisse y avoir un amendement. Nous, on a fait une proposition, c'est de suspendre l'indécence énergétique, puisque si on ne peut pas louer, c'est que l'appartement, on lui associe un critère d'indécence. Suspendre cette indécence à l'adoption d'un plan pluriannuel de travaux dès lors que les syndicats... Donc vous avez le projet de faire les travaux, ça fonctionne. En gros c'est ça. Voilà, c'est ça. Vous pouvez continuer à louer. Voilà, c'est ça. Si la décision est prise sur un plan pluriannuel de travaux sur une période de 10 ans, qu'on permette aux propriétaires d'appartements inscrits dans ces immeubles de pouvoir continuer à la location et éviter une tension. Parce que, je peux vous dire, on va arriver à avoir une crise sociale. C'est très très grave. Parce que si on retire ces appartements du marché locatif, on va avoir une tension déjà qui est extrêmement forte. Vous aviez effectué un sondage au mois de septembre. 26% des propriétaires préfèrent vendre leur bien plutôt que de le rénover. 1 sur 4. Oui, tout à fait, parce que, si vous voulez, le coût de la rénovation énergétique, c'est entre 26 et 60 000 euros. Il faut savoir que le parc locatif français, ceux donc qui sont concernés par la réalisation de ces travaux, 30% des propriétaires ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. Ce sont des petits propriétaires, artisans, commerçants, qui ont cet appartement en complément de revenu. Et qui n'ont pas les moyens. Et 2 tiers des propriétaires bailleurs en France n'ont qu'un logement. Donc ils n'ont pas la couverture financière. Généralement, ils sont en fin de carrière ou à la retraite. Et donc, c'est tout simplement pas supportable. Moi, j'ai fait une proposition à Olivier Klein, faire en sorte de dire, écoutez, on veut donner un grand signal de rénovation parce qu'il faut rénover énergétiquement notre patrimoine, parce que ça fait partie de la loi, et il faut effectivement œuvrer vers cette direction.
fait une proposition. Rénovons aujourd'hui, défiscalisons demain. J'ai dit, permettons à un Français qui a un appartement, qu'il l'achète et au moment où il prend sa retraite, il a entrepris cette démarche de rénovation, il est exonéré d'impôt sur le revenu. Ce serait un bon signal. Quelle est la décote sur ces appartements qui sont vendus? Difficile de le dire, mais une décote, oui, à peu près 15%, environ 10 à 15%. Mais alors, bien évidemment, certains y verront un intérêt. Je voudrais faire une remarque. Est-ce que c'est vraiment le souhait de laisser des appartements avec une décote de 15% sur le marché qui seront achetés par des tiers et qui le loueront en meublé ou en Airbnb parce que ces appartements ne sont pas soumis à cette réglementation? Alors le ministre a dit que ça allait changer, c'est que sur le Airbnb, il allait regarder. Bien, nous attendons de voir. Voilà, parce que effectivement, ça c'est important. Il n'y a pas de raison que le Airbnb soit non, voilà, on ne peut pas avoir deux secteurs du logement, un secteur qui est mis sous tension et pression en permanence, avec des obligations, et un secteur qui est le plus libéré possible. Quel mot vous mettriez sur l'année 2022 en matière d'immobilier? Retournement, année à deux vitesses? C'est une année qui, je dirais, qui marque le pas. On a atteint 1 200 000 transactions en 2021. 2022, on va terminer à 1 100 000. C'est un retournement. Est-ce que le retournement sera durable? Nous ne le savons pas. Ce retournement, il va dépendre de l'évolution de la conjoncture à venir, et notamment parce qu'on est dans une période d'incertitude, parce qu'on n'a pas de visibilité. La visibilité, elle relève de quoi? À la fois l'évolution des taux d'intérêt, le pouvoir d'achat, l'inflation que l'on connaît. Et bien évidemment, ces facteurs et ces paramètres ont largement marqué et ont compromis l'accession à la propriété de nombreux Français. Vous avez quand même un scénario central pour 2023. C'est un ralentissement? Ralentissement, oui. Du marché immobilier? Oui, on estime qu'on sera sur le même trend par rapport au... 2022, il y a deux périodes. Le premier semestre qui était en continuité de 2021 et le deuxième semestre, c'est l'annonce du relèvement des taux d'intérêt par la Banque de France. Et à ce titre-là, bien évidemment, l'argent coûte plus cher. Et comme l'argent coûte plus cher, de nombreux ménages sont écartés du crédit, et principalement les primo-excédents. Parce que c'est un autre monde. Sur 20 ans, on est passé de 1% à 2,4% sur un an. Donc clairement là, il y a des projets qui sont totalement arrêtés. Et bien qui sont écartés. Alors là aussi, on fait une proposition à Olivier Klein, c'est très simple. Quand vous avez emprunté 1%, ne pourrait-on pas permettre à un ménage qui décide de revendre de conserver son crédit en cours pour le porter sur un autre bien? C'est le rêve de tous les acheteurs, là. Mais c'était permis avant. Et voire même, vous pouvez acheter quelque chose et vous rachetez le logement vendu avec le crédit en cours. La banque a escompté son résultat, ça ne coûte rien à l'État. C'est une mesure politique qu'il convient de prendre. On l'a proposé. C'est pour les banquiers, ça, c'est pas pour le ministre. Ah c'est pour le banquier. Mais simplement, ça peut être on peut légiférer sur cette question. La portabilité des prêts, elle existait il y a 40 ans. On vendait des biens immobiliers avec des prêts en cours et les gens, effectivement, s'en satisfaisaient. Et ça, on le fait, on se pose la question quand les taux remontent, pas quand les taux baissent. Depuis le 1er janvier, le taux d'usure a été relevé à 3,57% pour les crédits supérieurs à 20 ans. Ça vous paraît suffisant pour débloquer le marché? Dans un mois, on en reparlera encore parce qu'on va avoir des acquéreurs qui vont être bloqués, puisque dans tous les cas, les taux d'intérêt vont remonter de façon systématique, puisque l'argent coûte plus cher. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut changer le mode de calcul ou est-ce qu'il faut l'actualiser plus souvent? On est dans un mode de calcul d'un autre temps. Le taux d'usure, il est fixé par la Banque de France. Il est revu tous les 3 mois. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer enfin qu'il puisse y avoir une indexation automatique du taux d'usure sur le taux de la BCE dès qu'il est relevé? Ou au moins revu tous les mois. C'est quand même pas compliqué. Et on donne de l'oxygène au marché et on permet à de nombreux Français d'accéder à la propriété. Notre estimation, c'est qu'il y a environ aujourd'hui 20% des dossiers qui sont en échec de distribution. Vous dites 20%, on a eu le président de Century 21 qui nous dit 6%, les courtiers disent 40%, François Villeroy dit c'est quelques miettes. On a du mal à s'y retrouver. C'est 9,8% officiellement le taux de refus. Mais ça dépend sur quelle période on calcule ça. Si vous calculez ça sur l'année 2022 où le problème du taux d'usure se posait pas sur le premier semestre, ou si vous posez la question sur le dernier trimestre. C'est le seul périmètre d'observation, c'est le dernier trimestre. Merci beaucoup Loïc Contin, tout nouveau président de la FNAIM. On vous souhaite du coup un bon travail. Merci beaucoup. Souhaite pour l'année 2023. Merci à vous.